Bienvenue sur Totis Prépa. Dans ce regard croisé entre les dissertations de géopolitique et de culture générale, pour ce format, nous recevons deux professeurs de prépa que vous connaissez bien. Frédéric Bretéché, professeur de culture générale à l'Externat Chavagne et à Audencia, et Frédéric Munier, professeur de géopolitique en prépa au lycée Saint-Louis et à Schema. Une masterclass à retrouver en exclusivité sur Totis Prépa. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. On a l'habitude de se voir notamment à la PHEC. Et lors de nos discussions, en marge de nos réunions, on avait évoqué le fait que c'est intéressant de comparer peut-être les dissertations de culture générale et de géopolitique, parce que nos étudiants nous font eux-mêmes des remontées, ils nous disent qu'à la fois les exercices ont des éléments de similarité, mais aussi parfois à leurs yeux en tout cas de grandes convergences. Alors on se dit que ce serait intéressant d'en parler, surtout avant les écrits, peut-être de donner des conseils, et puis peut-être nous-mêmes d'ailleurs d'explorer ce qui tient des convergences, des divergences possibles entre nos exercices. Oui, ça me semble absolument nécessaire de faire ce type de choses, d'autant que la classe préparatoire, c'est quelque chose qui est multidisciplinaire, et on a tout intérêt à voir comment chacun de nous fonctionne pour que les étudiants aient une cohérence d'ensemble. Ils voient souvent des divergences, ils sectorisent beaucoup. Or, en fait, il y a très souvent une grande fluidité des choses. Et écoute, on va voir, on va voir si effectivement il y a plus de divergence ou plus de convergence sur nos deux dissertations. Bon, écoute, allons-y. Je crois que c'est important aussi qu'on fasse exercice, puisque finalement, on demande à nos étudiants de faire ce travail de comparaison. Alors, en tant que professeur, allons-y. Peut-être commençons par l'introduction. Bonne idée. On parle de dissertation. La dissertation, c'est un exercice académique, avec ses règles, introduction, le plan, le paragraphe, la conclusion, l'intro. Alors, je ne sais pas comment tu procèdes. Moi, je donne souvent comme conseil aux étudiants de suivre la règle des 4 P, de commencer par une présentation du sujet, généralement une accroche, une captatio benevolentiae, on capte la bienveillance, une accroche qui permet de glisser dans la présentation, vraiment dans le dur des termes du sujet, une définition. Chez moi, les sujets comportent des notions sur un espace, une période. Donc le premier P, présentation du sujet, accroche et définition des termes. En malaxant les termes, on fait apparaître en général, c'est le deuxième P, un paradoxe. Tiens, c'est quelque chose de frappant. Les États-Unis avaient mis en place en 1945 un ordre international libéral, et aujourd'hui, c'est ce même pays qui est en train de défaire cet ordre international libéral, parce qu'on s'étonne, le paradoxe. C'est Aristote, je crois, qui dit que la vertu du philosophe, la première, c'est l'étonnement. Et oui. On s'étonne, eh bien, on pose une question. La problématique, et comme la question est compliquée, on propose un plan. Voilà. Présentation, paradoxe, problématique, plan. C'est un petit peu comme ça que en quelque sorte, le manuel, le kit de survie pour approcher l'introduction. Je ne sais pas comment tu procèdes, toi. Même manuel. Alors, sans utiliser nécessairement à titre personnel les 4 P, mais c'est une excellente idée. On procède exactement de la même façon. Cette amorce, tu parles de captatio benevolentiae, et il faut absolument, parce que les étudiants doivent avoir en tête que toute copie est un exercice de communication qui s'adresse à quelqu'un qui va passer un petit temps avec eux, 20 minutes, une demi-heure. Pas si petit. Voilà, pas si petit que ça, et précisément, il faut capter son attention, parce que très rapidement, il peut se lasser. Parmi d'autres copies, il faut retenir l'attention du correcteur. Et donc, commencer par une accroche qui immédiatement nous met en situation. On est quasiment in medias res. Donc, il faut trouver quelque chose qui nous fasse, en quelque sorte, sortir du lot, sans erreur, sans faute, parce que vraiment l'introduction, c'est le moment de rencontre, c'est absolument capital, tu as raison. Donc, pour nous... en général, c'est une référence, parce que la référence nous permet, qu'elle soit littéraire ou iconographique, ça nous permet d'entrer directement soit dans un tableau, soit dans une scène d'un roman. De temps en temps, des étudiants vont à la citation. Alors la citation, il y a eu des modes de la citation, et comme les modes ont tendance à s'amplifier, on a eu parfois une amplification de la citation qui pouvait faire des vers et des vers et des vers trop longs, et ça devenait quelque chose un peu mécanique et attendu. Il faut aussi créer un effet de surprise dans la rencontre. Donc, entrer directement dans la citation, dans la référence, dans le sujet. Par la citation. Voilà. Ou par la référence. Ou par la référence, et puis... par cette référence, commencer à tisser ce qui deviendra, par le sujet, un paradoxe.
Et le paradoxe, en effet, est absolument essentiel. Le paradoxe, c'est le déclencheur. S'il n'y a pas de déclencheur, le moteur ne se met pas en place. Il n'y a rien du tout. Ça n'avance plus. Et le questionnement Voilà. devient inane. Mais oui, parce que s'il n'y a pas de paradoxe, il n'y a vraiment pas de questions à se poser. Si tout est évident, pourquoi se poser des questions? Sinon, ça devient un plan d'exposé, mais c'est inutile. Donc, ce paradoxe, et une fois qu'il y a l'étonnement, toujours s'étonner, toujours être curieux de ce qui semblait s'annoncer comme allant de soi et finalement ne va pas de soi. Tu as donné un exemple, si on tombe sur quelque chose comme l'image virtuelle, se dire que virtuel, par exemple, c'est ce qui arrive potentiellement, ce qui peut arriver, qui peut-être n'a pas tant de poids que cela dans la réalité, puisque c'est encore virtuel, mais se dire que virtuel, c'est la même racine que virtuose, et que entre la virtuosité qui vient de virtu, c'est-à-dire la puissance, la force chez Machiavel, et puis virtuel aujourd'hui, on sent bien que là il y a une tension. C'est la tension qui est absolument essentielle à mettre en œuvre, et de là arrive effectivement la problématique. Alors, j'ai tendance à rappeler toujours l'étymologie de la problématique. La problématique, ça vient de probléma en grec, qui signifie le promontoire. Donc la problématique, c'est grimper vers une question du haut de laquelle on va pouvoir regarder en bas le chemin à parcourir parmi la jungle et de connaissances et d'idées possibles et d'arguments, comment organiser son déplacement vers l'horizon d'attente, c'est-à-dire la conclusion. Donc on arrive dans ce cheminement, cette marche progressive, vers une finalité. On parlera de la conclusion, mais tout cela a une finalité, une fin, une finitude et une finalité dans la dissertation. Alors c'est marrant que tu emploies l'image du promontoire, parce que très souvent j'explique que la dissertation, en fait, c'est un pont suspendu, et qu'on passe de l'introduction, le pont. L'introduction, on va aller sur le pont, donc on est au seuil du pont. Le développement, c'est le pont, pour arriver à la conclusion. C'est-à-dire qu'on est bien dès l'introduction fixé sur le fait qu'on va poser une question à laquelle on va répondre en conclusion. Donc il est très clair que c'est aussi pourquoi, je ne sais pas si tu fais comme ça au concours, mais très souvent, quand je corrige les copies, je lis l'introduction. Comme tu le disais, on a une première impression, comment l'élève communique avec nous, est-ce que d'abord on arrive à le déchiffrer, est-ce que les termes sont correctement définis, est-ce qu'il a saisi le problème, est-ce qu'il a posé une question qui est loisible, pertinente, est-ce que la démarche qu'il propose peut répondre à la question qu'il a posée, et je vais en général à la conclusion, de l'autre côté du pont, en tout cas pour moi, donc de la butte, j'arrive à l'horizon, chez toi, pour voir si le candidat a répondu à la question. Et je ne suis pas le seul, puisque en discutant avec des collègues, on est en fait beaucoup à faire ça. On peut apprécier, ça je pense c'est important pour les gens qui nous écoutent, on peut apprécier très très vite à la lecture de l'intro et de la conclue si au fond le candidat, la candidate a perçu le sujet, son intérêt, a posé une question pertinente et y a répondu. Oui, mais c'est exactement ça. Alors, l'idée du pont, j'ai exactement la même. C'est-à-dire qu'en réalité, alors moi je prends l'introduction, en effet, une rive, je regarde, alors très rapidement le début de chaque paragraphe pour voir quelle est l'architecture, voir comment, si ça tient à peu près droit, et puis ensuite il y a l'autre rive, la conclusion, et c'est la première lecture rapide d'une dissertation. Voilà, voir si l'architecture tient bien, et précisément, mais ça on en reparlera notamment à l'occasion du plan, nos étudiants, ce sont des architectes. On a quelques types, une typologie de trois types de candidats. Il y a ceux qui ne sont pas vraiment des architectes et qui n'ont pas vraiment les bons matériaux et qui sont à la rive là et puis ne voient pas bien où ils vont aller et plongent directement dans le gouffre. Bon, ils se noient. Il y a les architectes un peu, disons, amateurs qui ont quelques matériaux, qui tentent de faire un truc. Bon, c'est bricolé comme ça, mais enfin, le pont, il devient un peu dangereux. On n'est pas sûr d'arriver à la fin. Puis il y a les bons architectes, ceux qui se sont entraînés régulièrement pendant 2 années et qui, eux, savent construire quelque chose de solide et potentiellement, mais c'est là que les différences vont se faire, potentiellement de beau, d'esthétiquement agréable. Oui, absolument, je suis d'accord. Et pour revenir sur ce que tu disais sur l'accroche, par exemple, alors tu disais citation ou une référence iconographique. Ouais. Alors, chez nous, on a exactement les mêmes, à la fois les mêmes possibilités, les mêmes dilemmes. La citation, oui, bien sûr, mais il faut qu'elle soit pertinente. Ou pour chez nous, en géopolitique, souvent un fait, c'est-à-dire un fait frappant qui va comporter le plus possible. Je dis souvent que l'accroche, elle est comme
un noyau à partir duquel eh bien, le sujet va se déployer, enfin, une forme de semence presque, qui comporte l'espace, la notion, la période. Il faut absolument que l'accroche soit en relation avec ce qui va suivre, ce qui va permettre de définir facilement les termes. Et là où tu fais recours à l'étymologie, alors chez nous on peut le faire en géopolitique, mais il y a une attention vraiment aux termes du sujet. Que veulent-ils dire ? Tension n'est pas rivalité, conflit n'est pas guerre, etc. Et là, il faut vraiment recommander aux candidats dans l'introduction d'avoir le soin le plus extrême pour les termes du sujet, pris chacun pour soi, les termes du sujet pris dans le sens qu'il donne quand on en fait une phrase, bien sûr. Par exemple, les articles, une puissance n'est pas la puissance, une capacité, un état, face à, dans. Donc chaque terme compte. Je recommande souvent d'ailleurs, donc, dans cette introduction, ils vont finalement décortiquer le sujet. À la fois, encore une fois, de définir les mots en soi pour soi, mais aussi les définir en relation les uns avec les autres. On a parfois, je ne sais pas si tu as ça, des introductions qui définissent en quelque sorte à la tronçonneuse. Alors, terme 1, l'image, terme 2, ceci. Alors on peut se demander ce que font le terme 1 et le terme 2 ensemble. Où au fond, ils ont cassé l'unité, le sens de l'intitulé. Oui, mais en fait, ils doivent produire un texte. Et le texte, c'est textus en latin, et c'est également le textile. Donc ça doit être tissé. C'est ce qui est tissé. Voilà, ça ne doit pas être découpé à la tronçonneuse, comme tu dis, au ciseau, au gros ciseau, et finalement on n'a que des morceaux, et ça n'a aucune cohérence. Une dissertation, c'est un peu aussi comme un corps qui marche. Donc il faut qu'il y ait une unité, une tête, l'introduction, un corps, le développement, et puis les pieds sur lesquels tout cela va pouvoir marcher, c'est la conclusion. Et il faut le mouvement, et c'est précisément une problématique qui va donner ce mouvement à la faveur du paradoxe. Donc, de ce point de vue-là, on converge vraiment, c'est exactement la même idée, parce qu'une dissertation est une dissertation. Il s'agit non pas de réciter des choses, mais de réfléchir, d'avoir une pensée vivante, active, la plus authentique possible. Et je te rejoins également sur l'analyse des termes, parce que les termes sont absolument essentiels. Nos sujets sont relativement condensés. Donc ce n'est pas image qui va poser un problème, c'est la notion que l'on étudie. Voilà, c'est l'autre terme. Et il faut toujours que le candidat se dise, mais pourquoi ce terme-là a-t-il été choisi par la conceptrice ou le concepteur ? Et cette interrogation, quand le candidat n'a pas l'étymologie, ce qui, grosso modo, est quasiment la totalité aujourd'hui des candidats, le terme qui a été choisi doit être véritablement interrogé dans tous les sens pour voir comment il porte en lui potentiellement ce paradoxe et les liens qu'il entretient avec l'image. C'est un moment absolument capital. C'est vraiment la même chose chez nous, puisqu'au fond, même si le terme n'est pas présent, la géopolitique, c'est l'étude des rapports de puissance dans l'espace. Donc au fond, si le mot puissance n'est pas présent dans l'intitulé, il est tout de même suggéré. Et donc la question, c'est quels liens entretiennent les autres termes du sujet avec la question de la puissance. En termes de rivalité, d'appropriation, de lutte, de conflit, etc. Et ça, c'est absolument fondamental. Alors ça nous amène un peu au fait, donc au plan en fait, puisqu'on doit faire une démarche. Et comme tu disais tout à l'heure, il me semble que donc, le plan, c'est une forme de démonstration, en tout cas d'argumentation, et avec des outils qui sont les connaissances qu'a le candidat. Et donc, on en avait parlé un peu avant. On a été frappé, je crois, toi et moi, du fait qu'on employait souvent l'image des mathématiques, en fait. C'est-à-dire que nos élèves ont des connaissances, un X, et en quelque sorte, l'intitulé du sujet, c'est la fonction. Voilà. Et ils doivent produire un Y. Ils ne doivent pas produire X. Ils ne doivent pas réciter quelque chose, mais bien utiliser. Et le plan, c'est une des manières par lesquelles on passe de la connaissance inerte. Le plan va innerver, en quelque sorte, la démonstration. Absolument. Et transformer des connaissances X en un propos moi j'écris toujours dans les copies, problématisé dans les termes du sujet, ce Y qu'on attend. Ce fameux Y, donc dans les fameuses fonctions affines, où les candidats, et c'est la base, comme tu le dis, c'est-à-dire les abscisses dans le repère, il va y avoir les X, et puis il va falloir trouver des ordonnées, donc une hiérarchie des choses qui, par la fonction de la réflexion, de l'intelligence, et puis l'écriture également, va permettre de dessiner une fonction. Et c'est le rôle d'un étudiant, précisément, de dessiner son repère. Parce qu'on utilise l'image mathématique pour avoir une idée générale et un peu abstraite, mais ce qu'il faut bien que les étudiants comprennent, pour beaucoup ils le comprennent, c'est qu'un sujet ne donne pas la même dissertation. Bien sûr. Et que chacun doit donner la mesure de son repère
en plaçant bien les abscisses, mais ça, ce sont les connaissances de tous. Et c'est la base, en réalité. Certains étudiants, je pense qu'en géopolitique, c'est exactement la même chose, se disent que du moment qu'il y a des connaissances, ça va passer. Mais non. Oui. La base, l'avant même dissertation, ce sont les connaissances. Et à la limite, ce n'est pas tant la connaissance que l'on va évaluer Bien sûr. que ce qu'ils en font qu'ils en de font, cette absolument. connaissance. C'est Absolument, comment ils vont la absolument. tisser pour produire un discours intelligent et intelligible. Et le plan va servir à évaluer cela. Alors précisément, puisque j'ai commencé par l'introduction, peut-être je t'ai laissé la parole sur le plan. Quels conseils, toi, donnes-tu aux étudiants sur la manière de conduire, de construire un plan, formulé dans les termes du sujet? Je rappelle au passage, moi je leur dis toujours qu'il faut que les mots du sujet soient dans les titres du plan. Sinon, si on ne peut pas retrouver, en lisant le titre des 3 parties, l'intitulé du sujet, c'est qu'on est hors sujet. Mais oui. Est-ce que tu recommandes par exemple des types de plans, toi? Alors, sur les types de plans, c'est extrêmement compliqué parce que c'est vrai qu'en culture générale, la démarche dialectique est profondément ancrée parce que c'est une démarche philosophique. Depuis que la philosophie est philosophie, on essaye de voir comment les choses se présentent, se dire que comme elles se présentent, ce n'est pas évidemment ce qui est véritablement et qu'il faut peut-être se méfier des apparences. Et donc, il y a un a priori des choses et que cet a priori, il faut l'interroger et voir qu'il y a des failles dans cet a priori. Et donc, démontrer ce qui se cache sous les a priori qui pourraient les fragiliser, c'est se donner la voie pour une deuxième partie à de nouvelles hypothèses, des hypothèses de réfutation de ces a priori pour permettre ensuite, en troisième temps, fort de ces faiblesses mises au jour, de construire un discours plus fort. Donc une démarche dialectique traditionnelle en philosophie, mais toujours suivre le lien que tu donnes et le conseil que tu reprenais, à savoir, il faut qu'il y ait bien ce fil conducteur, on parlait de textus tout à l'heure, ce fil conducteur de l'introduction jusqu'à la conclusion. Et les termes du sujet, de ce point de vue-là, sont incontournables. Bien sûr, si on ne retrouve pas un champ lexical propre au sujet du début jusqu'à la fin, dans chaque partie, alors déjà dans la problématique, parce qu'on est toujours assez fasciné de voir que certaines problématiques n'ont rien à voir avec le sujet. Évite les mots du sujet. Surtout, c'est-à-dire le candidat ou la candidate très gentiment dit « je vous remercie de votre sujet, mais je vais traiter autre chose ». C'est gentil, mais donc ces mots-là doivent se retrouver dans chaque partie et dans chaque argument. Et dans chaque sous-partie. C'est exactement cela. Raison pour laquelle, on ne l'a pas évoqué tout à l'heure, mais quand on analyse le sujet, moi je conseille toujours de faire une liste, qu'on écrit vraiment, qu'on a avec soi, de mots, les synonymes, les mots dérivés, les antonymes, et puis on les reprend et on va les décocher au fur et à mesure que ces mots interviennent au moins une fois dans un argument, dans un autre argument, absolument. etc. Ça doit paraître il faut penser avec les termes du sujet. Ça ne garantit pas une bonne dissertation, non, mais, mais ça évite le hors-sujet. C'est absolument évident. Donc, faire ceci. Alors, donc souvent, une démarche dialectique. Et oui, parce que puisqu'on pose des questions et que l'on avance hypothèse par hypothèse, en dissertation de culture générale, on n'a rien de tangible, véritablement. On n'a pas des faits qu'il est impossible de réfuter. On est vraiment sur de l'idée. Alors, on a des œuvres, ça, ce sont des faits, les œuvres. Mais ces œuvres, on peut les interpréter, on peut les lire. Absolument. Donc, il y a une part qui est beaucoup plus souple, sans doute, que la part historique, même si on a des regards différents sur l'histoire, ça va se voir. On n'écrit pas l'histoire tous de la même façon, on ne la lit pas tous de la même façon, en fonction de qui l'on est, mais malgré tout, je pense qu'il y a quelque chose qui est peut-être plus souple et qui demande une démarche dialectique qui va empêcher de passer, comme le font trop souvent en culture générale les étudiants, sous une forme de récitation de connaissances ou d'éléments appris, des fiches toutes faites qui donnent un exposé plus qu'une dissertation. Voilà. Mais tout en rappelant aussi qu'un plan, quand on donne un type de plan, ça n'est jamais qu'une béquille, parce que un sujet qui ne répondrait à aucun type de plan prédéfini, entre guillemets, ou répertorié, mais qui produirait un discours intelligent, authentique. On sent que la personne a vraiment réfléchi, avance pas à pas vers une destination, et qu'il est l'auteur de son discours sans se référer peut-être à ses béquilles.
ça peut très très bien fonctionner. On n'est pas fermé en réalité. Enfin, je ne sais pas si c'est pareil pour toi, mais on n'est pas fermé. Du moment que ça fonctionne, ça fonctionne. Oui, alors, ce que tu dis m'évoque plusieurs choses. Le plan que tu décris un peu, moi je l'appelle souvent oui mais donc. Donc oui, j'analyse un certain nombre de choses, toutefois ça soulève des problèmes. Donc alors c'est une possibilité, hein. On a plusieurs types de plans possibles. Ça c'est le plan dialectique. On peut chez moi faire des démarches analytiques. Comment, pourquoi, jusqu'où, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, grand 2, pourquoi c'est ainsi, quels sont les facteurs, et puis 3, à quoi ça aboutit, ou encore des démarches plus thématiques. Ça c'est possible chez nous. Maintenant, je vois une chose, je comprends mieux pourquoi parfois, lorsque les étudiants arrivent en première année, ils découvrent nos disciplines, etc. Et j'ai parfois chez moi, et j'imagine que tu vas voir l'inverse, ce type de plan dialectique qui pose un certain nombre de problèmes chez moi, parce qu'il commence souvent un grand 1 par « il semble que ». Or, ça ne fonctionne pas chez moi. On ne peut pas dire il semble que tel pays soit agressif pour dire non mais en fait il faut nuancer, il est pacifique. J'ai souvent ce genre de dialectique un peu calleuse. Et au fond, je pense à un sujet que je donne souvent comme exemple parce qu'il était tombé à l'oral d'HEC il y a des années. Roosevelt est-il un charlatan? On ne peut pas dire il semble qu'il soit charlatan. Il faut dire chez moi plutôt des choses comme tout homme politique, Roosevelt, au fond, a usé de moyens de charlatan, des promesses vaines, voilà, des effets de maquillage, la capacité à bien vendre un produit, comme un charlatan, à bien vendre son New Deal. Hein, mais à la différence du charlatan, en grand 2, il a impulsé des réformes profondes de la machine américaine, si bien que 3, il a complètement réformé, par exemple, le gouvernement américain. On est passé du small au big government avec lui. Donc, moi, je recommande toujours à mes élèves de ne pas faire un grand 1 qui partirait de la doxa pour ensuite l'infirmer, parce qu'au fond, il n'y a pas vraiment de doxa chez moi. Comme tu disais, il y a des faits, hein, et il faut vraiment les répertorier. C'est-à-dire que le grand 1 est plutôt indéniablement, il a cela, même si. Bon. C'est vrai que j'emploie un petit peu comme toi des formes a priori de plans qu'on demande ensuite aux élèves de façonner en fonction du sujet, de ses termes. Hein. Donc je disais tout à l'heure, le plan dialectique, c'est possible quand souvent on a des sujets à point d'interrogation. Le plan que j'appelle analytique, comment, pourquoi, jusqu'où, pourquoi, comment, jusqu'où, hein, pourquoi c'est comme si, qu'est-ce que ça donne et à quoi ça aboutit in fine, hein, ou des plans thématiques. Ce qui importe, je ne sais pas si tu dis ça, je demande souvent, je conseille souvent à mes élèves au brouillon d'utiliser les feuilles en format italien, donc dans le sens de la longueur, et puis donc de faire leur plan détaillé au brouillon et d'écrire le titre des parties de telle sorte qu'on ait en fait quasiment une seule phrase. C'est ça. Hein, si indéniablement les États-Unis ceci, virgule, cela a amené à, virgule, ce qui provoque aujourd'hui, etc. De sorte qu'au fond, on puisse lire la réponse à la problématique, le cheminement réflexif de l'élève en lisant 1, 2, 3 à la suite et en comprenant exactement où ils vont. Oui, je ne sais pas, mais de ce que tu me dis, j'ai l'impression qu'on fait exactement la même chose. La plupart des plans que je propose se font d'ailleurs avec des points de suspension. Des points de suspension, voilà, absolument. Voilà, là, il y a vraiment la ligne de 1, 2, 3, tout s'enchaîne. Et ça fait exactement la même chose. D'ailleurs, à l'intérieur de chaque partie, les arguments, pour moi, s'enchaînent de la même façon dans une seule et même phrase. C'est d'ailleurs un conseil que je donne aux étudiants pour vérifier si votre logique fonctionne. Regardez si les étapes entrent dans une seule et même phrase que vous pouvez faire avec la majuscule et le point. Et s'il y a une rupture, c'est que ça ne va pas. Alors si je comprends, donc on a en commun le fait que nous recommandons, en tout cas nous deux, de faire une réponse en grand 1, grand 2, grand 3 qui puisse se lire comme une seule phrase. Et toi, donc, tu recommandes aussi pour les 3 sous-parties, par exemple, hein, on est dans un canevas très classique, alors mettons un 3-3, que 1, 2, 3, petit 1, petit 2, 3, ou ABC, je ne sais pas comment tu appelles ça, mais les 3 sous-parties puissent se lire également. Exactement. Alors là, c'est peut-être une différence avec nous, parce qu'en géopo, il arrive des moments très souvent où on doit établir un certain nombre de facteurs. Tu expliques par exemple pourquoi les États-Unis ont cessé de s'ingérer sur le continent latino-américain, et on va être parfois amené alors à dire que grand 1, les États-Unis s'ingèrent fréquemment, hein, ce qui s'explique par et ce qui amène à ensuite. Et dans ce qui s'explique par, je n'aurai pas chez moi un A, B, C, donc 3 sous-parties qui se liront de manière continue, j'aurai plutôt un grand 2, ce qui s'explique par A, B et C. C'est-à-dire qu'on va distinguer des facteurs, qui s'expliquent par des facteurs géopolitiques, des facteurs liés aux ressources ou des facteurs liés, je ne sais pas, à des questions de sécurité.
Donc là, les sous-parties peuvent se lire, comme tu le fais chez toi, de manière continue, mais elles peuvent aussi parfois s'étager en quelque sorte en distinguant des types de facteurs ou dans une première partie, si on a un sujet influence et ingérence étrangère dans les pays du Proche du Moyen-Orient, sujet tourné au concours, distinguer par exemple des types d'influence, ou d'ingérence courte ou d'ingérence longue. Donc j'ai l'impression qu'on se rejoint sur la linéarité du 1, 2, 3, mais que là où toi tu as une suite dans l'ABC, moi j'ai souvent une cascade plutôt. Oui, mais si ça te parle. Alors c'est différent, mais les différences ne me semblent pas si importantes, parce que finalement, si je te comprends bien, il y a un phénomène de gradation, d'approfondissement ou de gradation, ou d'amplification. Pas toujours. Mais pas toujours. Okay. Mais je comprends mieux maintenant, au fond, il y a chez vous, au fond, l'idée qu'on puisse lire de la première ligne à la dernière ligne du développement de manière absolument continue, quand chez moi, on peut être amené parfois à distinguer des cas, des types, etc. C'est un exercice de la pensée chez moi, le fait la distinction de facteurs, la distinction d'espace, par exemple. On peut très bien imaginer, c'est plus géographique, mais dans un troisième temps, d'imaginer que tout ce que l'on a dit auparavant a des conséquences à différentes échelles, par exemple à l'échelle territoriale, nationale et internationale. Oui. Alors, bien sûr qu'il y a une continuité, mais il y a également des éléments de rupture. Du multiscalaire, on change d'échelle. Et chaque échelle a sa propre intelligibilité. Je vois. Je ne sais pas si ça fait sens. Si, ça fait totalement sens. Alors nous, c'est peut-être ce que l'on retrouve davantage dans un autre exercice qu'ils ont à pratiquer, c'est la synthèse. Oui. Dans la synthèse de texte, on retrouve ce type de choses. On peut retrouver en effet dans chaque point de confrontation les trois textes qui vont évoquer des points. Ils se rejoignent, mais ils peuvent s'affronter. C'est ça. Et voilà, donc c'est un peu le même esprit. En dissertation de culture générale, en général, on n'est pas sur ce type de formulation. Oui, si on voulait pousser un peu le bouchon un peu loin, on est quasiment sur une longue phrase proustienne. C'est très clair. Ça s'étire. C'est très clair. Et puis voilà. Mais alors que chez moi, on aura un certain moment peut-être du bullet point, comme on dit en bon français. On a bien une phrase proustienne, qui n'est pas finalement, elle n'est pas si longue, mais dans le plan général, 1, 2, 3, et on est parfois plus dans des éléments de distinction chez moi. Mais in fine, on arrive bien à une démonstration. On a bien une démonstration. Dont le cœur est le paragraphe. Oui, dans le cœur est le paragraphe, et oui, qui est l'élément central en réalité. Donc l'intro, là on a fait le plan, et maintenant le paragraphe. Et le paragraphe. Alors pour ce qui est du paragraphe, pour nous, le paragraphe, il se fait... Allez, je vais essayer de le faire parce qu'il y a un tropisme du 3. Je crois que vraiment il y a quelque chose. On va dire 3 temps pour nous. Oui. 3 temps dans le paragraphe, de façon extrêmement claire, pas longue. Moi je considère une ligne et demie, 2 lignes pour donner l'argument. Il faut que ce soit clair, net, précis. Qu'on n'ait pas trois ingrédients dans le même argument parce qu'on ne sait plus ce qu'il y a dans l'argument. Et l'argument reprend, j'imagine, les mots du sujet. Puisque... nécessairement. Très bien. Dans l'argument, mot du sujet. Ensuite, petite explication de cet argument. Pourquoi cette explication ? C'est souvent un moment de conceptualisation. On va installer l'argument dans un rapprochement avec des concepts. Voilà. Et puis, parce que ces concepts ne doivent pas être aériens, éthérés, il faut les incarner. Et la référence est là, ensuite, qui va être une référence argumentative. Ce n'est pas seulement de l'illustration où tout à coup on se dit tiens, j'ai cet argument, j'explique l'argument. Comme cet exemple. Voilà, point. Comme le montre cet exemple. Oui. Et là, on défile un truc qu'on a appris, qui n'a pas vraiment de rapport d'ailleurs avec l'argument, peu importe, mais on montre qu'on a des connaissances. Bon, non, ce n'est pas du tout ce qui est attendu. On pense à cette référence et on va, à l'intérieur de la référence, choisir des éléments opportuns pour pouvoir tisser l'analyse en fonction de l'argument. Et l'idéal, c'est que cet argument en majeur puisse être enrichi en fin de paragraphe, ou parfois c'est ce qu'on appelle l'illustration mineure, mais parfois l'illustration mineure est avant la majeure, peu importe. Oui. Et ce deuxième élément, pour nous, va souvent être l'occasion d'apporter une note suffisamment proche pour qu'on soit dans quelque chose de cohérent, bien sûr. Mais avec un petit élément dissonant pour permettre de faire entendre une autre petite musique dans l'argument suivant. Donc
une espèce de fondu enchaîné là, qui permet gentiment de passer d'un argument à l'autre. Je ne sais pas si chez toi c'est la même chose. C'est exactement ce qu'on fait. J'ai l'impression jusque-là qu'on est complètement raccord sur l'intro, là sur le paragraphe aussi, et que dans le plan, on a des approches un petit peu différentes. Alors pour ce que tu dis, je dis exactement la même chose. C'est-à-dire, j'appelle ça la règle des 3 E. J'énonce, j'explique, et ensuite, c'est un néologisme, j'exemplifie. J'énonce. Donc j'énonce l'idée clé qui doit comporter les termes du sujet pour montrer en quoi c'est une phrase, cette phrase d'énonciation dans laquelle je vise le sujet, et j'explique. Je n'explique pas encore, mais j'énonce donc là le lien entre ce que je vais dire dans le thème du paragraphe et les termes du sujet. Je l'explique effectivement, éventuellement en faisant venir ou en convoquant quelques concepts de géopolitique ou un penseur, etc. Et ensuite j'exemplifie. Encore une fois, c'est un néologisme, ce n'est pas beau. Et dans l'exemplification, il y a plusieurs possibilités. Comme tu disais, un exemple béton, majeur, et éventuellement une nuance. Tu parlais de dissonance mineure, éventuellement, mais une nuance intéressante. Ce que je viens de dire s'applique globalement pour tels ensembles de pays, même si un tel se distingue. Ou parfois deux exemples béton pour montrer à quel point l'idée qu'on a énoncée au début de paragraphe est forte et a structuré telle période. On peut imaginer parfois qu'avant de rentrer dans les exemples, j'énonce mon idée, je l'explique. Je recommande parfois à mes candidats de faire un peu de teasing en disant qu'un certain nombre de pays ont appliqué ça, tac, 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 un tel, même si celui-ci, ou même si telle crise, il y a eu un certain nombre de crises, une telle, même si la crise de Cuba est peut-être le meilleur exemple, dans la mesure où, et comme tu le disais, on ne va pas se contenter d'invoquer l'exemple, comme le montre tel épisode, point, au contraire, mais on va tisser, on va utiliser les connaissances et cet exemple à travers la problématique pour montrer en quoi cet exemple témoigne d'un élément de réponse à la problématique, nous fait progresser dans la réflexion. Voilà. Et il faut avoir une connaissance suffisamment fine de ces références pour pouvoir le faire, c'est-à-dire s'être entraîné ces connaissances, à les avoir maniées dans différents repères pour voir si ça fonctionne, si on peut le faire. À les visualiser sous différents angles. Parce que finalement, ces paragraphes, on avait le plan. Je parlais tout à l'heure d'un corps en marche. On avait un squelette. Ça, c'est le plan, le squelette. Mais les exemples, c'est ce qui va apporter à la fois la chair et le muscle de la réflexion. Donc, si avec beaucoup de violence, parce que le muscle, en grec, ça se dit « is » et ça donnait le mot « vis », donc la violence. Si on ne les a pas entraînés, échauffés, si on ne les a pas travaillés, il y a claquage. Ça ne fonctionne pas, là, on se fait une belle déchirure et on a l'impression que c'est plaqué dessus, ça ne va pas, la réflexion s'arrête. Donc il faut les avoir travaillés. Et cet élément-là est absolument essentiel pour donner un corps. Et alors il y a le troisième élément, évidemment, c'est la peau. Et ça va être un peu le style, l'écriture générale. Et ça dépend des gens. On a une peau qu'on a entretenue, parfois pas entretenue, elle est un peu rugueuse. Des fois, elle peut être très douce, enfin peu importe. Mais finalement, ça fait vraiment un corps, quoi. L'ossature, les exemples qui viennent faire la chair et les muscles, et puis la peau. Complètement. Le plan, c'est les os, et parfois certains étudiants disent mais comment peut-on un peu justement densifier le paragraphe? Ça, c'est les muscles. Et la quantité d'exemples, le traitement de l'exemple, la finesse de l'exemple, la maîtrise en profondeur, ça, c'est le muscle. Comme tu dis ensuite, le style, c'est en quelque sorte la peau qui paraîtra plus ou moins esthétique, et parfois très rugueuse. Oui, parfois c'est c'est pas assez rasé. Voilà. Bon, sans filer la métaphore jusqu'au bout, malgré tout, là on arrive à la dernière étape, c'est-à-dire la conclusion. La conclusion, parce que ce corps, il repose sur des pieds. On doit progresser. Méthodone. Voilà. La méthode. On doit aller au bout du chemin. Voilà. C'est la méthode. L'homme qui marche, donc penché en avant. Et alors, donc cette conclusion. Chez Giacometti. Oui, chez Giacometti. Alors, on va faire un peu du Giacometti pris en photo là, par Cartier-Bresson. Il traverse la rue et donc nous voici face à la conclusion. Alors, je ne sais pas comment tu procèdes, toi, pour la conclusion. Moi, la conclusion, elle se construit en miroir de l'introduction. Les trois étapes pour moi, c'est-à-dire amorce, pose de la problématique et puis plan, donnent un écho, un effet miroir dans l'introduction, dans la conclusion, à savoir que là où il y avait dans l'introduction
l'annonce des étapes à venir sous forme hypothétique trouve une réponse en début de conclusion sur les conclusions partielles, puisqu'il y a eu entre chaque partie, on ne l'a pas évoqué, mais des transitions absolument essentielles pour montrer que l'édifice n'est pas fait de pierre sèche, mais au contraire, il y a un ciment. Voilà, ça tient. Bon. Bien sûr. Donc on reprend les éléments. La problématique que l'on avait posée trouve une réponse, parce qu'il faut bien répondre, voilà, quand même. Et puis, la référence initiale, en tout cas l'amorce, trouve un phénomène, alors en miroir, d'ouverture. Alors ouverture ou pas ouverture, je n'aime pas tellement, je ne suis pas fan du mot ouverture, parce que souvent ils ouvrent tellement large qu'on ne sait pas où on va, là, on les a perdus. Moi j'aime bien le phénomène d'écho, véritablement, pour montrer qu'à une référence initiale, on a soit une suite de la référence, soit une autre référence qui fasse écho de façon à peu près explicite à la première que l'on avait choisie, et qui montre qu'on est arrivé à quelque chose. Voilà, l'étape, c'est terminé, on a conclu, et c'est vraiment ce qu'on en demande. Pas une dissertation ad vitam aeternam, perpetuam, qui n'en finirait jamais. Non, il y a une étape qui est terminée, on conclut, et c'est absolument essentiel. Je sais pas si là encore, grande convergence. J'emploierais même presque les mêmes métaphores. Donc, ces 3 temps de la conclusion. Le premier temps où on ressaisit les conclusions partielles des parties, très bien. Ce qui permet, puisqu'on a saisi les conclusions partielles, on est un peu dans une perspective cartésienne. C'est-à-dire qu'on est face à un problème, on le décompose, c'est le discours de la méthode, en sous-problèmes qu'on résout, et puis ensuite on recompose. Donc, je résous, je rappelle mes conclusions partielles, premier temps. Deuxième temps, je réponds à la problématique. Et donc, il y a bien une réponse, bien un écho, entre... Bon, dans ma métaphore du pont suspendu, j'ai 2 piles, les 2 piles du pont et puis le pont. Donc la première pile, c'est l'introduction dans laquelle j'ai posé une question, une problématique, et j'y réponds après avoir traversé le pont en conclusion. Donc rassemblement des conclusions partielles, réponse à la question posée, et effectivement une phase, tu as raison, on l'appelle souvent l'ouverture, et ce qui pose des problèmes. J'ai souvent coutume de dire à mes étudiants que l'ouverture, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Si elle n'est pas bonne, et qu'on la croque, le candidat, le correcteur finira sur une mauvaise impression. Mieux vaut effectivement faire répondre à l'ouverture initiale, à l'accroche, une réponse à l'accroche ou une continuation de l'accroche, etc. C'est sûrement plus habile, bien sûr. Et oui, parce que c'est un exercice qui, s'il n'est pas purement rhétorique, dans le sens négatif du terme, repose malgré tout sur une forme de rhétorique, et que cette rhétorique exige que l'on montre que l'on maîtrise un exercice et que l'on tienne les 2 bouts. Les conclusions improvisées, in extremis, dans une fatigue qui se lie d'ailleurs souvent à la graphie. L'écriture est penchée, on n'a plus la même écriture. Ah non, on n'a plus la même écriture. Il y a des mots qui sont mal orthographiés, enfin c'est bourré d'erreurs, d'approximations. Comme tu le disais, ça gâche le moment. On a pu avoir un bon repas et tout à coup, le dessert n'est pas à la hauteur. Moche. Et ça, je le dis pour nos candidats qui nous écoutent, le fait par exemple pour beaucoup de correcteurs de lire l'intro et aller à la conclusion, non seulement on regarde si la conclusion répond à la question, mais on voit aussi, on juge par exemple des effets d'écriture. On a une belle écriture en introduction, on a l'impression que le candidat était debout sur sa copie à la fin et qu'il écrit de manière penchée. On se dit que la fin du 100 mètres n'a pas été à la hauteur du top départ qui laissait espérer que... Donc c'est très important, la conclusion, elle encadre, comme tu disais, elle fait écho. Elle fait écho. Et si la voix se perd, on a l'impression que la démonstration n'est pas arrivée à son terme. Donc finalement, si on résume, on est très convergent sur l'introduction, très convergent sur la conclusion, et c'est normal. On est très convergent sur la structure générale du pont qu'on établit, et il y a à l'intérieur, dans les sous-parties, au fond, peut-être une manière un peu différente. Tu es dans une grande phrase proustienne, comme tu disais, du début à la fin. Quand moi, il y a des moments où j'ai tendance à classer des facteurs, des types, des espaces. Oui, et on avait parlé d'architecture. Il y a des écoles d'architecture. Donc, l'idée, c'est de faire un bâtiment, un édifice. Une belle œuvre. Une belle œuvre qui tienne bien et qui dure. Voilà. Et pourquoi pas qu'il fasse une espèce de waouh quand on regarde la chose. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que toutes les écoles d'architecture travaillent de la même manière. Et je crois qu'on en est là. Et c'est plutôt rassurant. C'est plutôt rassurant. Vous voyez que
que non seulement au sein des disciplines, j'imagine qu'on a à peu près une grande unité, mais on est quand même face à un exercice qui, dans l'esprit en tout cas, poursuit les mêmes buts, répondre à une foutue question qui a germé dans la tête d'un concepteur ou d'une conceptrice. Voilà, et répondre de la manière la plus pertinente, élégante possible aussi. Oui, et d'une manière qui est faite pour les étudiants, s'ils se sont correctement entraînés. Et alors, au terme de ce dialogue que Frédéric Bretéché et moi-même avons eu, on espère évidemment que ça vous aura été utile. En tout cas, nous, ça nous a été utile. Et je pense que vous avez vu qu'en fait, les convergences sont fortes et que s'il y a des divergences, elles peuvent être méthodologiques, mais comme on vient de vous le dire, au fond, sur le fond, l'exercice reste le même. Bon, vous l'avez compris, l'exercice n'est absolument pas inaccessible. Il répond à des règles que nous avons essayé de rappeler ici, un esprit, des lettres également. Il reste quelques semaines, quelques jours avant les premières épreuves. Essayez d'appliquer au maximum ce que vos enseignants vous ont dit, le plus précisément possible. Faites-vous confiance, parce que les épreuves sont conçues pour vous, rien que pour vous, avec la confiance que nous mettons en vous pour réussir. Bon courage.